En janvier 2009, Barack Obama avait formulé le projet de fermer la prison Guantanamo. Apparemment qu'il y aurait travaillé assez sérieusement. Là, on est 15 ans plus tard et la prison, l'infâme prison, reste toujours ouverte. C'est un sujet complexe. Pour le comprendre, on parle à Frédéric Bérard. Il est avocat, mais il est aussi chroniqueur-auteur et il a rédigé cette énorme brique qui s'appelle « J'accuse les tortionnaires de Marc Kadir ». Il s'est rendu à Guantanamo en 2022. Puis il s'est rendu dans notre studio en 2024. Salut. C'est plus simple venir ici quand même. Oui, c'est vrai, ça va être moins bizarre. Plus sympathique. Frédéric, pourrais-tu d'abord présenter à nos auditeurs là, ce que c'est Guantanamo? À quoi ça sert? Oui, en fait, en ce qui est arrivé, on se rappelle évidemment du 11 septembre. Et là, George W. Bush a décidé de partir en guerre contre le terrorisme, ce à quoi on est tous d'accord, mais reste la façon. Et là, il savait très bien que ça allait être rock'n'roll et qu'il allait violer tous les éléments possibles du droit constitutionnel américain. Et là, ils se sont questionnés, puis ça, je l'ai su quand j'étais allé là-bas, ils se sont questionnés à savoir, OK, mais où on envoie ça? Il y a quelqu'un qui dit, on pourrait envoyer la base sur une base qu'on a déjà en Virginie. Il y en a un qui répond, non, imbécile, si on fait ça, nécessairement, le droit constitutionnel va s'appliquer. Alors, il y en a un autre qui dit, on a une petite base dans l'océan Indien. Je me rappelle même plus du nom. Il dit, non, c'est ben trop loin, on peut pas aller virer là la fin de semaine. Il y en a qui dit, pourquoi pas Cuba? Il y a un double sens en plus. Il dit, OK, c'est pas fou. Et le camp... la prison, si tu veux, militaire de Guantanamo et certains camps de torture, dont le camp X-Ray que j'ai visité, ont été construits en 3 ou 4 jours avec des matériaux de stade de baseball pour les militaires, de la broche. Écoute, j'ai une photo sur mon Facebook, les gens peuvent c'est pour voir. ça, quand on les voit, qu'il y a plusieurs cellules extérieures avec Absolument. Des clôtures. Là. Il n'y a pas un humain qui accepterait de vivre là une seconde. C'est dans un champ pourri, un espèce de marécage, des maringouins. Écoute, c'est atroce. Et ils ont voulu, Washington a voulu sacrer ça par terre parce qu'il y a des instruments de torture là-dedans. La défense a obtenu une injonction en droit commun américain, donc pas à Guantanamo, pour empêcher justement qu'on balaie, donc pour conserver les artefacts. Exactement. Pourquoi c'est si dur à fermer? Attends, excuse-moi. Je reviens sur une question antécédente parce que maintenant, moi, je comprends, mais ça, je comprenais pas au moment de la lecture des documents. Guantanamo, c'est pour arrêter, pour emprisonner des prisonniers qu'on juge illégitimes. Donc, ce ne sont pas des combattants. On pense que ce sont des terroristes. On se dit, moi, je suis un soldat américain, mais la personne qui est devant moi n'est pas légitime dans son combat contre moi. Donc, on va le mettre dans un endroit où je vais pouvoir l'interroger, etc. Ça, c'est la raison d'être de Guantanamo. Ton commentaire est très pertinent parce que, puis j'ajouterais, c'est pas... oui, ce sont des combattants, mais non pas illégitimes, mais bien illégaux. Et qui a décidé ça? Washington, à l'encontre de tout ce qui existe en droit international. C'est une nouvelle notion. Ça n'existe pas. C'est une blague, en fait. Oui. Un combattant illégal. Et pourquoi on a décidé ça? Bien, c'est pour se soustraire aux conventions de Genève. Les conventions par exemple, sur la guerre, évidemment, sur la détention des prisonniers et autres. Et à ce même moment-là, en 2003, Luc, écoute ça, il y a un sous-ministre, l'équivalent d'un sous-ministre, si tu veux, du sous-secrétaire d'État à la justice, qui a rédigé ce qu'on appelle les mémos de la torture, en disant ceci. Tous les geôliers de Guantanamo pourront interroger qui ils veulent de toutes les façons possibles, en autant qu'on ne donne pas la mort et qu'on ne crève pas des organes vitaux. Si on donne la mort et on crève... Ce texte-là existe. Absolument. C'est des mémos de la torture qui ont été envoyés à Guantanamo. Et donc là, si donc il n'y a pas de mort qui est donnée, parce qu'on s'entend qu'il revient un organe vital, c'est pas mal la même chose. Si la mort n'est pas donnée, il n'y a pas de contravention au droit international de déclarer unilatéralement la Maison-Blanche. Et là, tu envoies ça à des tortionnaires, en fait, qui se sont assez gâtés. On va se dire ça comme ça. On peut comprendre le contexte d'un interrogatoire suite à la catastrophe des tours jumelles qui tombent devant les yeux de millions d'Américains, de tous les Américains, en fait. On peut comprendre que là, tu cherches vraiment à arrêter les responsables, etc. Mais là, on est bien longtemps après, là. Mais, d'une part, mais même en 2002, en 2003, en 2005, évidemment que je souhaite que n'importe quel terroriste soit condamné. On veut tous ça. Ou qui donnent les éléments de réponse qui permettent d'empêcher un nouveau... ça va aussi. Ouais. Mais regarde bien ça. Il y a 780 détenus qui sont passés par Guantanamo. 780, OK? Sais-tu, il y en a combien qui ont été accusés là-dedans?
Non. 41. Ah, mon Dieu. Mieux que ça, j'ai pas fini. Sais-tu combien qu'il y en a qui ont été condamnés sur les 780? 2 seuls, dont un uniquement, dont la condamnation a été validée par un tribunal de droit commun américain. OK. Donc, Il avait ratissé large. 1 sur 780. Ouais. Et moi, j'ai compris en allant là-bas ce que j'avais pas compris avant. C'est peut-être moi qui n'ai pas vite, mais Guantanamo, c'est pas un camp de justice. Tu sais, c'est écrit, le camp de justice. Je l'ai visité, le camp de justice. J'ai assisté à un simulacre de procès. Mais Guantanamo ne cherche pas la justice. Guantanamo ne cherche pas à condamner. Guantanamo s'en fiche des condamnations. Guantanamo, c'est un camp de torture pur et simple. De A jusqu'à Z. Et ça fait en sorte, écoute, justement, là-bas, le procès auquel j'ai assisté, il y a un gars qui était là, il est rendu à 70 ans aujourd'hui, il était là depuis 2004. J'étais allé en 2022. Dans sa cage de clôture frost avec des moustiques, là. You bet. 2004 à 2022, et tu sais quoi? Ça fait quand même 18 ans, là, si je sais compter. Sais-tu à quoi j'ai assisté? À son enquête préliminaire. Il n'y a personne qui veut condamner à Guantanamo. Il les laisse pourrir là-bas, sans procès, sans preuve. Et sais-tu pourquoi ils font ça sans procès? Parce que justement, ils n'en ont pas de preuves. Puis pourquoi, pour répondre à ta question, je boucle la boucle peut-être avec ça, tu me diras, pourquoi on ne ferme pas Guantanamo? Mais parce qu'ils voulaient les transférer. C'était ça l'idée d'Obama. On va les transférer dans des États américains, puis on va les juger. Sauf que là, ils pourraient poursuivre l'État américain. Ben, d'une part, puis d'autre part, ils n'en ont pas de preuves. Oui. Donc, il faudrait les remettre en liberté. Ben voilà. Et là, les États ont dit, puis c'est ce qu'on m'a confié là-bas, notamment le Colorado, ils disaient, wow. Mais c'est parce que si tu n'as pas de preuves, la règle de droit, comment ça fonctionne, c'est que pour condamner quelqu'un, ça prend une preuve. Ça me semble pas compliqué, là. C'est un peu la même raison pour laquelle on ne veut pas rapatrier les familles et les hommes qui ont souvent été des soldats du califat de Syrie ou de l'Irak, parce qu'on se dit, là, c'est les Kurdes qui s'en occupent, mais si jamais on les ramène ici, il va falloir faire un vrai procès, là. ça ressemble à ça. Puis, tu sais quoi, dans le livre « J'accuse des tortionnaires de Moccader » dont tu parlais, ce que j'ai compris là-dedans, c'est que celui qui a empêché le retour de Kader au Canada, il y en a un seul. C'est Stephen Harper. Parce qu'il savait très bien que devant les tribunaux canadiens, il n'y a aucune chance de succès parce qu'il n'y a jamais eu de preuves sur Kader. Même il y a eu des contre-preuves balistiques. Une avocate qui s'appelle Sue Garacino qui a écrit avec un gros rapport en disant c'est impossible que ce soit Kader qui a tué les soldats américains. Et puis en plus, de toute manière, Kader à quel âge? 15 ans. 15 ans, qui a lancé la grenade. Il était dans sa maison. Qui aurait, selon Stephen Harper, lancé la grenade. Oui, c'est ça. Et, tu sais, il faisait l'objet d'une attaque, là. Il s'était replié, ils étaient entourés de soldats américains, alors qu'il ait lancé une grenade, mettons qu'il l'aurait lancée, là, en réplique au feu qu'il recevait des Américains, ben, est-ce que ça, c'est un combat militaire? Ça a de l'air à ça, tu sais. C'est ça. Puis l'autre affaire que je dirais, puis moi, c'est surtout là-dessus que je mets l'accent, puis tu me diras ce que t'en penses. Mais les conventions sur le droit des enfants existent pour quelle raison? Parce que les enfants sont instrumentalisés par des adultes vils. C'est ça la réalité. Oui, puis on bien se sûr. dit, l'enfant ne peut pas... Et là, moi, j'ai déjà eu des chroniqueurs qu'on nommera pas parce qu'on les connaît bien, disant, à 15 ans, tu sais ce que tu fais. Ah ben, OK. Ouais. À l'âge de 4 ans, le père d'Omar Kader a dit à lui et à ses frères, les gars, quand vous allez vous faire tuer pour l'islam, pas si, quand, vous aurez droit à la récompense de votre choix. Moi, je vais avoir une chute avec un éléphant blanc. Toi, qu'est-ce que tu veux? Un de ses frères répond, moi, papa, je veux un stationnement rempli de voitures de luxe. Omar répond, moi, papa, j'aimerais ça avoir une piscine pleine de jello. Parce que c'est son dessert favori. Parce que c'est un enfant. Il a 4 ans, Luc. Eh oui. 4 ans. Donc, si, à partir de 4 ans, ton père te rentre des saloperies comme ça dans la tête, est-ce qu'à 15 ans, tu... C'est un enfant soldat. Ben, c'est un enfant soldat. Voilà. C'est ça la définition d'un enfant soldat. Frédéric, il reste combien de personnes à Guantanamo? Une 30aine actuellement. Les chiffres précis sont difficiles à obtenir parce que on les trafique ni plus ni moins. Et on ne sait pas quoi faire avec. On peut pas, littéralement, on peut pas fermer Guantanamo. Je veux dire, si on se met dans la logique des Américains, tu peux pas les envoyer aux États-Unis. Tu veux pas les libérer parce que tu dis, c'est peut-être un terroriste. Fait que là, t'es pogné avec, quoi, t'attends qu'il meure? Mais oui, ils les laissent pourrir dans leurs cellules. Et puis c'est ça qui arrive. Il y en a qui se suicident, d'ailleurs. Et puis tu sais quoi, il y en a là-dedans sur les 780. Écoute, il y a des sacrés pas bons là, dans les 780. On s'entend là-dessus. Mais dans un état de droit, ça marche pas comme ça. Je dis, moi, ta face me revient pas. Si t'es un pas bon, ben prouve-le. Puis sinon, libère. Et il y a des gens qui sont passés à Guantanamo
qui était dans l'appartement d'un cousin du chum du gars qui était chum avec Ben Laden puis qui a fait sauter un pétard puis qui s'est ramassé avec le reste de la gang puis qui n'a rien à voir là-dedans. On lui a jamais transmis la preuve. Et mieux que ça, parfois, il y a des ententes pour essayer de sortir de Guantanamo. C'est ce qui est arrivé à Khadr parce que c'était sa seule porte de sortie. Et par la suite, ils ont dit 1 an, tu restes encore en dedans ici 1 an, puis après ça, ciao, bye. Washington ne respecte jamais ces ententes. Ah bon? Jamais. Dans le cas de Khadr, c'était clair, c'était 1 an. Il est resté 2 ans. Le Canada a fait exprès pour le laisser pourrir là-bas. Hillary Clinton a dit à l'avocat de Khadr, Denis Sedgwick, qui est décédé récemment, il a dit, Maître Edney, je ne sais pas si c'est Edney qui me l'a conté, Maître Edney, on veut le retourner, votre client au Canada, mais c'est votre premier ministre qui veut pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et là, tu rajoutes à ça Washington qui niaise, parce que là, il y a des pressions politiques. J'avais rencontré le grand boss des avocats de la défense à Guantanamo, qui travaillent fort, là. Ils font de leur mieux. Et pendant que j'étais là, donc en 2022, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a un gars qui devait être libéré il y a de ça depuis le mois de mars, donc 3-4 mois. Et là, le gars envoie l'avocat en question, envoie des lettres à Washington. Qu'est-ce que vous faites? Des appels, des courriels. L'entente, c'était ça. C'est réglé, c'est ça. Puis ils répondent pas rien. Puis j'ai dit à ce gars-là, j'ai dit, comment vous faites pour conserver encore la foi dans votre job? Comment vous faites pour continuer sachant qu'on vous niaise? Écoute ça. Et je vais te sortir la métaphore de l'étoile de mer. C'est un gars qui est sur le bord de la mer. La mer est asséchée ou à peu près. Il voit des milliers d'étoiles de mer. Il les prend une par une, puis il les rebalance à l'eau. Il y a un autre gars qui passe en arrière qui dit, qu'est-ce que tu fais là, imbécile? Tu seras jamais capable de toutes les sauver. Il y en a ben trop. Et le gars dit répondre, peut-être, mais pour les étoiles de mer, c'est important ce que je fais. Frédéric, ton livre, J'accuse, ça t'a pris 5 ans à écrire ça? Je ne sais plus. En tout cas, ça a été long. Ça a été trop long. Est-ce que ça a reçu l'attention nécessaire qu'il aurait dû recevoir? Ah, ben ça, c'est aux gens d'en juger. Si tu poses la question à n'importe quel auteur, ils vont dire non. Mais non, il y a eu beaucoup d'attention. Il y a eu des nominations, on verra pour la suite. Il y a un beau projet qui s'en vient aussi que je peux pas annoncer, qui me fait beaucoup plaisir parce que ça va peut-être... Il y a une suite. Une suite, je dirais... D'un autre format. Voilà, mais tu as tout compris, t'es un fin renard. Parfait. Merci beaucoup, Frédéric. Merci pour l'explication, merci pour le livre, puis pour toute la partie de ta vie que tu as dédiée à ce travail de droit, hein, qui est jugé par presque tout le monde comme trop loin de nous, impossible à faire. Ben toi, tu y es arrivé. Bravo. T'es vraiment gentil, puis je te remercie surtout de donner la tribune nécessaire aux droits fondamentaux. Ici, on parle de tout, Frédéric. Merci, on s'en va à la pause. Salut.